Merci beaucoup, cher ami maître de cérémonie. Mesdames et messieurs, honorables invités de l'Observatoire citoyen pour la gouvernance et la sécurité, c'est un plaisir pour moi, Amadou Diarra, de me prêter à l'exercice de modération du panel du jour dans les contextes tout particuliers que nous connaissons tous dans notre pays ici. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, le débat sur l'accord pour la paix et la réconciliation a pris beaucoup de place dans l'espace public. Nous ne vous apprenons rien. Les présentes conversations auront pour objet de nourrir la réflexion sur les interrogations de nos citoyens qui tournent autour des points ci-après. Comment expliquer la crise à répétition dans le nord du Mali? L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, pourquoi les obstacles et comment les surmonter? Quel rôle pour les citoyens dans le processus de paix? Comment parvenir à une paix durable? Pour échanger autour de ces questions, trois invités, comme ça a été introduit par le maître de cérémonie, non des moindres, des personnalités clés sur la scène ici de l'intelligentsia malienne, que je m'en vais vous présenter tout à l'heure. La première, nos mamans, elle les représente tout à fait ici. Elle est docteure en sciences politiques, spécialiste sécurité, conflits et migration. Elle est spécialiste des questions politiques et sécuritaires. Elle est également enseignante en histoire des relations internationales, droit international public, droit administratif, droit constitutionnel, sciences politiques et en méthode de recherche appliquée. Je vous prie de reconnaître, sinon de recevoir, Madame Sidibé Mariam, s'il vous plaît. Le second panéliste que je m'en vais vous présenter est détenteur des masters professionnels en maintien de la paix et un executive master en reconstruction de l'État post-crise. Qui de mieux que lui pour nous entretenir sur notre thème du jour? Je vous prie donc de recevoir et de reconnaître M. Ataï Ag Mohamed avec nous ce soir. À sa suite, notre troisième panéliste est avocat à la Cour. Inscrit au barreau du Mali, il a été directeur de la formation initiale de l'École nationale d'administration du Mali. Nouvelle formule, avant de rejoindre le barreau malien en 2014, il a à son actif de nombreuses publications sur les questions politiques et institutionnelles, de droit à l'alimentation, de protection sociale. Ceci sont donc nos personnes ressources du jour qui vont nous entretenir. En termes de process, nous allons, comme à l'accoutumée, y aller par une série de questions qui seront ponctuées par la parole au public à un moment donné. Dans un premier temps, nous allons écouter nos personnes de ressources, nos panélistes, et de suite, à un moment, on va vous retourner la parole. Mais de règle, nous allons essayer d'être efficaces en gestion du temps, car l'Observatoire nous trace un quadrillé d'1h30 minutes. Nous allons inviter chacun à essayer de nous aider à mieux gérer le temps pour qu'on soit efficace. Les panélistes, tour à tour, auront certainement 10 minutes pour leur intervention. Et de suite, quand la parole serait aux participants que vous êtes, nous allons vous demander de faire l'effort d'être concis en 2 minutes maximum pour vos interventions, éventuellement vos contributions. Si cela vous agrée, nous n'allons plus perdre du temps. Nous allons démarrer avec les débats. On est bien d'accord? Ça vous agrée? Merci bien. Dans la première série de questions-réponses, de questions-réactions des panélistes, je voulais dire, je vais me tourner à tout seigneur, tout honneur vers nos mamans, en la personne de Madame Sidibé. Madame Sidibé, ça fait près de 6 ans que cet accord pour la paix a été signé. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte et dans quelles conditions cet accord a été signé? Voilà, merci M. Diarra. Bonjour chers panélistes, bonjour tout le monde. Déjà, je suis ravie d'être là en tant qu'enseignante-chercheur et surtout aux côtés de praticiens de ces questions parce que quoi qu'il en soit, nous demeurons des théoriciens et le regard croisé recherche et opérationnel me paraît toujours intéressant et le cadre en soi me plaît bien et merci d'avoir associé une dame à cet exercice et ravie de voir qu'il y a 2 autres en face de moi. C'est rassurant et voilà. Pour en venir à votre question, je pense que ce sera bien de prendre en compte 2 éléments
qui peuvent servir d'abord de contexte de base. C'est la question de crise et la question d'accord. Tous deux qui ne sont pas des éléments nouveaux en soi dans la trajectoire de l'État post-colonial au Mali. Vous conviendrez avec moi que ces 60 années pour le Mali demeurent jalonnées par des crises aussi profondes que cycliques. Donc la notion de crise n'est pas nouveau en soi et peut-être peut servir de piste de réflexion pour toutes les dynamiques liées aux difficultés d'institutionnalisation de l'État postcolonial au Mali. Pour ce qui est des accords, ils ne sont pas nouveaux en soi aussi dans la trajectoire de cet État, parce que nous avons vu qu'il y a eu des crises de revendication. Je n'aime pas trop le concept rébellion parce que nous, la recherche, ça prête à polémique. J'éviterai ce terme dans mes propos. Quoi qu'il en soit, ces crises demeurent cycliques et profondes. Certes, la plus récente de 2012, dans laquelle, des suites desquelles l'accord dont on parle s'inscrit, se démarque des autres à la fois par sa profondeur, mais aussi sa rapidité à mettre cet État central presque à genoux. Presque, parce que je pèse encore mes mots, on ne parlera pas de fondement véritable de cet État, parce que quoi qu'il en soit, certaines institutions demeuraient encore. Et, si on essaie de voir ces deux notions qui sont aussi déterminantes, on se rend compte qu'on ne peut pas contextualiser ces accords seulement en prenant en compte ces accords en tant que tels. Mais il faudra prendre tout un élément d'analyse qui s'inscrit sur la lignée des accords précédents qui justifient les contextes de ce nouveau accord qui, pour moi, en soi, n'est pas nouveau, puisqu'il reprend à peu près les mêmes terminologies que les accords précédents. Il reprend les mêmes dispositifs de sécurisation, de plus d'autonomie aux régions nord, de décentralisation, mais sans pour autant poser pour moi des questions qui sont essentielles. Ces questions tiennent, à mon avis, à la question identitaire et à autres questions connexes, pour moi, qui méritent d'être posées pour mieux centrer en fait cette question d'accord et aussi parler de la question d'efficience ou d'efficacité de ces accords. On se rendra compte aussi que le contexte dans lequel ces accords avaient été signés a évolué. Si le conflit était spécifiquement lié aux régions nord du Mali, on se rend compte que les régions centres sont beaucoup plus concernées par le conflit avec une tendance à descendre vers le sud. Déjà, il y a la zone dans laquelle opérait qui a changé. Les parties prenantes à cet accord ont aussi évolué. Si on prend en compte les logiques de reconstruction ou de fragmentation des groupes signataires de cet accord et de nouveaux acteurs qui se sont ajoutés à ces accords. Donc, on se retrouve avec un accord qui s'étale sur plusieurs années et qui propose finalement très peu d'efficience, puisque c'est un accord qui est traité du haut vers le bas, qui est un accord assez institutionnel qui, à mon avis, ne tient pas compte des logiques communautaires des populations de manière générale, qui sont les premiers concernés par cet accord, qui, pour l'instant, souffrent de déficit d'appropriation de cette population. Au-delà du fait que 6 ans après, les données à la fois politiques, le contexte a fortement évolué et que cet accord n'est pas prédisposé à répondre à ces cadres pour le moment. Voilà ce que je peux dire, c'est ce qui est lié au contexte. Okay. Merci beaucoup, Madame Sidibé. Le décor ainsi planté, ça va me permettre de me tourner vers notre ami Ag Mohamed. Cela fait environ 6 ans que l'accord pour la paix et la réconciliation a été signé entre la CMA, à laquelle vous appartenez, la plateforme et le gouvernement malien. Êtes-vous satisfait des conditions de sa mise en œuvre et peut-on dire, 6 ans après, que nous sommes dans la bonne direction selon vous? Ok. Bonsoir et merci également de l'invitation par l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Merci à Madame d'avoir quand même touché, même si le temps est limité, des contextes, qui n'est pas, qui est aussi historique, qui est vraiment historique et politique. Parce que la crise, moi, je pense qu'il faut toujours la garder dans son contexte politique. Et elle est fondamentalement politique, bien que dans les questions politiques, comme dans toutes les pratiques qu'on a dans la gouvernance, il y a toujours les identités, les particularités, les cultures, les territoires, les terroirs, les terres. Tout ceci reviennent dans les sujets politiques. Mais elle est éminemment politique. Et tant qu'on gardera cela à l'esprit, on ira vers quelque chose de plus essentiel. C'est la question de la gouvernance qui est aussi une question très élargie, très complexe. Parce que moi, je ne vois pas le développement en tant qu'habitant d'une région donnée de la même manière qu'un Norvégien, de la même manière qu'un Sud-Africain ou un habitant de Sikasso ou du Kulukoro.
Mais c'est des développements à mes yeux, mais je les comprendrai autrement. Ces logiques sont plutôt comprises par ceux qui sont dans la recherche. Pour l'accord pour la paix et la réconciliation, comme son l'indique, c'est un accord pour la paix. Ce n'est pas un accord de paix. Il a été signé dans un contexte où il fallait, pour le moment, aller vers ne serait-ce qu'un arrêt de la belligérance entre les partis. Il fallait que les partis sortent des positions radicales, indépendantistes, autonomistes, défenseurs de la charia ou autres aspects. Les radicaux ici à Bamako qui est aussi une forme de radicalité qui voudrait complètement une dissimulation de la rébellion par une force militaire, parce que IBK était allé en 2013 pour cela, parce que les gens pensaient que quand il viendra, il va balayer tout le monde et il va imposer l'État par la force. Ensuite, on verra ce qu'on peut donner ou pas donner. Alors, un accord, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a des concessions de part et d'autre. Il y a des concessions. Et même la crise, on rappelle souvent un peu la crise par rapport à l'avènement des armes, des individus, des mouvements. Il ne faut pas oublier aussi qu'en 2012, il y avait un président démocratiquement élu avec lequel beaucoup de gens pensaient qu'il n'y avait plus de confiance et qu'ils pensaient aller vers un troisième mandat forcé. Tout ceci a fragilisé le système, l'État, à la base. Ce n'est pas négligeable. Il y a aussi la question du maillon faible sahélien, le terrorisme qui était déjà là depuis 2003. Les premiers otages arrêtés au Polisario sont arrivés dans le Sahara malien, détenus, échangés contre des dizaines de milliers de millions d'euros. Les Boeing Air Cocaïne à Gao, bien avant la rébellion. Des officiers maliens abattus dans la ville de Tombouctou en 2009, en 2007. Des attaques dans la frontière mauritanienne où on parle de la forêt de Ouagadou. Ce n'est pas une question nouvelle. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a une sécurité de ce type, il y a des acteurs qui en profitent. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a un accord. Le pouvoir avec lequel on a signé est parti, ou le régime plutôt, pas le pouvoir, le régime avec lequel on a signé est parti. Avec lui, on a touché à des aspects superficiels, pas de profondeur. On s'amuse, nous, à dire souvent qu'en islam, lorsque vous égorgez un animal dans une position qui n'est pas celle convenue par le texte coranique, il y a de la viande, mais on ne peut plus la consommer. Mais il y a de la viande. Donc, l'accord, on a touché à tout. Ce qu'on appelle, on a rendu tous inconsommables, toutes les dimensions, sans avoir le courage politique. Ça, on l'a dit, le courage politique est fondamental de dire voilà les réelles questions politiques, il faut aller à cela. Après, les dynamiques communautaires, elles font partie de nos êtres. Les répliques communautaires, identitaires. Et l'histoire du Mali est conçue de sorte que depuis les indépendances, l'aptitude du pouvoir central vis-à-vis du Nord n'est pas les mêmes que celui qu'il a vis-à-vis du Sud. L'attitude du pouvoir central vis-à-vis de Touareg n'est pas les mêmes qu'il a vis-à-vis des Peuls. L'attitude du pouvoir central vis-à-vis de certaines communautés au sein de Touareg n'est pas... C'est l'histoire. Ça fait partie de notre patrimoine culturel, historique. On capitalise cela et on voit comment on refonde l'État. Donc pour nous, 6 ans après, l'accord n'a pas évolué quand même sur les questions essentielles. Mais il y a une évolution capitale. La première que moi, ici, je peux m'asseoir dans cette salle à Bamako, dans la capitale du Mali, dire ce que je pense du Mali, sans être inquiété quand ma sortie, la DGC se rapporte. Ça, c'est une évolution. C'est une évolution. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hostilité depuis 2014 réelle entre les forces de la SEMA et celles du gouvernement. Tous les jours, il y a des arrangements entre les commandants des zones de FAMA et ceux de la SEMA sur des questions sécuritaires très sensibles, en permanence, tous les jours. Ça, on ne l'avait pas avant. C'est un acquis. C'est un acquis. Et aujourd'hui, nous aussi, en tant que parti, nous nous engageons dans une dynamique d'appuyer un processus de transition qui, on a tous pensé avoir une lecture, c'est d'aider à poser les jalons d'un véritable État qui n'a pas qu'une souveraineté sur un récépissé international, mais une souveraineté intérieure assurée par les citoyens. Parce que la garantie de la souveraineté, ce ne sont pas les constitutions, ce ne sont pas les traités, ce ne sont pas les déclarations, mais ce sont les convictions citoyennes. Pour que tout citoyen, de l'Est à l'Ouest, du centre au Nord, puisse se sentir citoyen de ces pays, prêt à mourir pour ces pays et ce travail, c'est cela la garantie de la souveraineté nationale. Sinon, on a vu, hier j'ai dit à quelqu'un, mais en Espagne, ils ont fait un système où ils ont déconcentré, ils ont décentralisé. Les gens sont allés au référendum. L'Europe a refusé. Pourquoi? Parce que la Constitution espagnole a prévu des choses qui garantissent que, bien que vous le vouliez, vous ne partirez pas.
L'Europe a des systèmes, des directives, des conventions européennes qui disent on ne peut plus accepter. Faisons cela et essayons de décentraliser les systèmes de gestion de pouvoir et puis on verra que ça va avancer. J'espère ne pas être long dès le début, mais il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes dans le temps, assez efficace. Avant de vous remettre la parole à un autre panéliste, je veux vous reposer la question succinctement, en quelques mots, si vous pouvez nous faire ramasser. Êtes-vous satisfait en tant que signateur? Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie? Je pense que dès le début, on n'est pas satisfait du contenu. Parce que nous, la CEMA, je parle pour la CEMA, nous avons été les derniers à accepter l'accord. Sur le contenu, nous pensons qu'il est insatisfait à gérer la question du Nord. Il n'est pas suffisant. Mais au nom de la politique et du consensus, nous pensons qu'il peut au moins désamorcer des tendances difficiles. Nous ne sommes pas satisfaits de la mise en œuvre parce qu'elle n'a pas été appliquée. Il faudra d'abord appliquer, on verra si c'est bon ou non. Mais on n'a même pas appliqué pour se dire, mais est-ce que c'est bon ou non? Appliquons et voyons. C'est après l'application. Moi, je suis du comité de suivi de l'accord, du CSA. Chaque jour, je demande, où est-ce que vous en êtes par rapport au transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales? Je fais les points, on me dit 30%. J'ai validé avec les expertises, comme la Fondation Frédéric Ebert, on n'est même pas à 18%. C'est ça, il faut d'abord appliquer, on verra. Et quand on évalue lorsque c'est appliqué. Pour nous, il y a la question de la satisfaction n'existe pas parce que c'est un processus pour la paix. Mettons les choses en œuvre et on verra si c'est bon ou non. Si ce n'est pas bon, on verra autre chose encore entre nous. C'est ça, en fait, la logique dans laquelle nous sommes inscrits. Merci beaucoup, Monsieur Ag Mohamed. Cela me permet de me tourner vers Monsieur Touré, qui nous est venu assez cordial. Il le cessait avant qu'on commence de taquiner dans la salle pour dire qu'il est bien en place et qu'il est prêt à nous ressourcer énormément. Monsieur Touré, oui. Le Mali est à son 5e accord de paix. Après celui de Tamanrasset, le pacte national, s'il faut le rappeler, l'accord d'Alger de 2006, l'accord de Ouagadougou, on se rappelle bien. Pensez-vous que les leçons ont été tirées pour l'élaboration et la mise en œuvre de l'accord de 2015? Merci beaucoup, M. Diarra. Je dis bonsoir également à toute l'assistance et à tous les téléspectateurs. C'est vrai que le Café Citoyen est un espace, comme son nom l'indique, citoyen, qui participe du réveil et de l'éveil citoyen. Je préfère le mot éveil au mot réveil. Et à ce titre, nous sommes là aujourd'hui pour contribuer à ce que chacun affine ou comprenne un tout petit peu plus cet accord issu du processus d'Alger. Nous sommes dans la phase de la mise en œuvre. Ça veut dire que l'accord a été signé et le contexte également pose beaucoup de problématiques. Mais pour revenir à votre question, je dirais simplement que 5 accords dans un pays par rapport à des rébellions qui sont toujours localisées au même endroit du même pays, ça nous amène à nous poser des interrogations sur l'efficacité, non seulement en termes de compréhension du véritable problème, mais également d'efficacité en termes du respect des engagements qu'on prend à chaque accord conclu. 5 accords pour le même type de conflit, c'est beaucoup, et nous en sommes tous conscients. Est-ce que les leçons ont été tirées des autres accords pour la rédaction de l'accord issu du processus d'Alger? C'est une question qui est intéressante et la réponse, je vous dirais simplement que les leçons ont été en partie tirées. Elles ont été en partie tirées parce que quand on observe un peu le contenu des autres accords, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Madame l'a évoqué de manière assez sommairement, mais l'une des choses fondamentales qui revient et qui n'a pas été traitée, qui fait partie de la catégorie, en tout cas des choses non dites, c'est effectivement le problème identitaire et des logiques communautaires. Ce n'est pas qu'une affaire de chercheurs, c'est une problématique suffisamment importante dans un pays comme le Mali où l'État est venu après la nation. Donc l'État est venu pour organiser cette nation malienne qui existait dans toute sa diversité. Donc la politique de gestion de la diversité, à mon sens, a été un des points faibles, en tout cas de la gestion de ces rébellions qui sont à connotation séparatiste, avec l'idéologie séparatiste d'ailleurs. Et quand on remonte dans l'histoire, les documents historiques sur lesquels les rébellions se fondent, depuis 1907, 58, 59 jusqu'à ce jour,
on se rend compte que le véritable fond du problème, c'est une idéologie séparatiste à connotation ethnique. On peut le dire parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Nous sommes dans un moment de notre pays depuis l'indépendance où on a une forme de nationalisme arabo-touareg, mais on n'ose pas en parler. Les objectifs recherchés par les groupes armés, c'est effectivement la création simplement d'un État arabo-touareg à minima. Sauf que cela n'est pas possible matériellement sur un territoire qui est occupé par d'autres communautés qui partagent cette terre avec ces autres communautés depuis des millénaires. Il y a des questions de développement également qui sont soulevées parmi les revendications des groupes armés. Et ces questions de développement, nous les partageons tous. Le véritable problème et la question qu'on doit se poser, c'est comment régler ce tirédentisme sur un territoire occupé par plusieurs communautés. Si on pose le problème en ces termes, avec l'aide de la communauté internationale, je pense qu'à tête reposée et de manière assez calme et responsable, on pourra aborder la question et se dire que les nationalismes existent partout dans les pays du monde. En Europe, ça existe. En Irlande, en France, il y a eu les Basques, il y a eu les Corses, en Espagne, il y en a partout. Mais le nationalisme, on le traite avec des remèdes qui sont propres au nationalisme. Dans notre cas d'espèce, de mon point de vue, c'est un nationalisme, mais on n'a pas osé le dire et on n'a pas osé le traiter. L'une des questions qu'on peut se poser maintenant, est-ce qu'il est objectivement possible de créer un État arabo-touareg dans le nord du Mali, occupé par plusieurs communautés? Si on pose cette question avec nos frères qui sont dans l'idéologie séparatiste, on pourra élaborer des éléments de réponse. Si on se rend compte qu'on ne peut pas créer un État, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer la diversité? Je pense que c'est une approche qui me paraît raisonnable et qu'il faut qu'on ose, nous devons oser aller vers ce genre d'approche et poser ce genre de questions et les résoudre parce que nous voulons une véritable paix, une paix durable, pas simplement l'extinction des armes. Certains peuvent penser que nous devons aller à Kidal, replanter le drapeau du Mali avec l'armée nationale et continuer à dominer l'endroit. Mais on ne combat pas une idéologie à coups de canon. C'est une idéologie identitaire qu'il faudrait traiter comme telle. Donc ça, c'est le premier aspect que je trouve non traité dans les différents accords. Et l'accord d'Alger également ne traite pas clairement cette question-là, ce qui crée également des confusions, amène des suspicions, amène à l'imagination de toute forme d'hypothèse. Parce que la question fondamentale n'a pas été mise à jour, elle n'est pas traitée. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui, pour moi, est récurrent, en tout cas depuis la signature des premiers accords de Tamanrasset en passant par le pacte national, c'est la question de la mauvaise gouvernance qu'on peut appeler la malgouvernance. Il est évident que notre administration, de par son comportement, de par le déploiement de ses activités et de par son inefficacité, a contribué à laisser un espace ouvert. La question de l'absence de structures de sécurité, la question de l'absence d'une administration efficace a laissé un espace qui, à son tour également, a laissé toutes les pulsions se développer. Il n'y a pas que la rébellion au nord. Il y a également beaucoup de trafic, beaucoup de groupes qui sont d'autres obédiences parce que simplement l'État n'est pas présent. Certains accords avaient suggéré le retrait même des bases sécuritaires, sinon des positions sécuritaires de certaines parties du Nord, parce qu'on estimait que le comportement des militaires maliens sur certaines populations à l'époque n'était pas de nature à favoriser l'acceptation de l'État par ces dernières-là. Donc on a procédé à cela. Malheureusement, ça n'a pas également été une bonne solution dans la mesure où ça a créé un vide. Et le vide, et la nature ayant horreur du vide, le vide a permis à toute forme, en tout cas d'idéologie et de tendance de se développer. Donc l'inefficacité de l'État est l'une des leçons qu'on peut tirer, en tout cas de cette affaire-là. L'État n'a jamais été efficace depuis la première signature des premiers accords jusqu'à ce jour. Donc principalement pour moi, il faudrait poser le problème en 2 points pour pouvoir avancer et sortir de cette crise. Est-ce qu'il est possible de créer dans le nord du Mali, sur ce territoire du nord du Mali, un État arabo-touareg en présence d'autres communautés qui partagent le même espace, qui partagent la même culture. Secondo, comment construire un État efficace qui soit en capacité de répondre aux attentes des différentes populations. Et l'accord issu du processus d'Alger, à la différence des autres accords, nous lance ce défi. Il est formulé dans le préambule sous forme d'invitation. Et si vous lisez le préambule de l'accord, il est dit simplement qu'on invite les Maliens à reconstruire l'unité nationale sur des bases novatrices.
qui respectent l'unité du territoire et tiennent compte de la diversité socio-culturelle, géographique, ethnique et linguistique. Donc c'est une invitation à la réflexion que l'accord nous lance à travers son préambule. Reconstruire l'unité nationale sur des bases novatrices. Et les 4 piliers que l'accord donne sont des indications parce qu'il reste ouvert. Cet accord n'est pas un accord fermé. De par sa signature, il reste ouvert et l'invitation à réfléchir et reconstruire notre unité nationale sur des bases novatrices demeure. Pour moi, nous devons poser ces 2 problèmes et voir dans quelle mesure nous pourrons reconstruire un État, ressouder notre union nationale à travers une intégrité territoriale, un État qui respecte la diversité géographique, humaine, linguistique et tout ce qui s'ensuit. Donc, à l'entame de mes propos, voilà ce que je pouvais dire à cet instant précis. Merci, Monsieur Touré, pour cette brillante présentation. De passage en février 2019 à Kidal, personnellement, j'ai été surpris de côtoyer dans la ville de Kidal beaucoup plus de Dogono, beaucoup plus de Soraï que de Touareg, qui sont pour la plupart retirés à Aguelog et ailleurs. Mais dans la ville de Kidal, quand tu circules, tu côtoies beaucoup plus de Dogono et de Soraï en appui à un de ces passages, comme pour dire quelque part que certainement, si on veut se résumer, on n'a pas tiré réellement les leçons comme il faut. C'est ce qui nous amène à la répétition chaque fois, à revenir sur les mêmes choses et les crises répétitives. On peut ensemble se résumer en cela? Exactement. Ça marche. Ça m'amène à me tourner vers notre ami Ag, cette fois-ci. Une bonne résolution de la crise repose sur les concessions, des engagements, mais aussi surtout la volonté des parties prenantes à aller de l'avant. Qu'est-ce qui explique la crise de confiance qui prévaut depuis toujours et qui est transmise de génération en génération? Est-ce que la difficulté d'avoir la paix au Mali se résume à un problème de confiance? N'y a-t-il pas également un problème de moyens, selon vous? Merci beaucoup. Je pense que tout se rejoint. Moi, je partage une partie de l'analyse de M. Touré, mon aîné, qui a quand même touché à des aspects auxquels il faudrait souvent penser. Parce que la question identitaire, c'est une question légitime. C'est une question légitime. Le nationalisme, ce n'est pas un crime. Si moi je suis séparatiste, ce n'est pas un crime. C'est mon droit de penser que mon peuple a droit à l'autodétermination. C'est mon droit. Maintenant, propose-moi mieux pour que je comprenne que ce n'est pas nécessaire. Mais le terrorisme, lui, qui est aussi applaudi souvent mieux que l'indépendance ou le séparatisme, lui, c'est un danger et pour l'indépendance des peuples, et pour leur existence, et pour les droits, et pour les libertés. En parlant du territoire du Nord, les communautés du Nord, on n'a pas une communauté politique, c'est vrai, mais non une communauté culturelle. C'est que malgré que, comme j'avais dit au début, les gouvernements précédents ou les régimes n'ont pas le même rapport avec chaque catégorie de citoyens émanant du Nord ou du Sud. Et ça fait partie de cette crise de confiance. C'est un élément de cette crise de confiance. Ce que M. Touré a cité par les temps, il consistait à la répression des rébellions, à la chasse systématique de certaines personnes pour leur appartenance ethnique, leurs différences. Ça marque les peuples, ça marque le subconscient, ça marque l'histoire d'une communauté donnée. Mais quand on prend le Nord, c'est 2/3 du pays, du Mali. Sur les 2/3, uniquement les 1/3 des 2/3 sont occupés par des populations mixtes au bord du fleuve Niger. Les Touaregs, les Songhai, les Arabes, les Peuls, les Bozo et tout ce que vous voulez. Mais je mets à défi celui, un chercheur, qui me dira qu'à partir de 45 km du fleuve Niger, il y a autre communauté qui ne soit ni Touareg ni Arabe. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Tout le reste est occupé. Les frontières, là où il y a le pétrole, les diamants, l'uranium, les souches d'eau, tout, c'est nous qui occupons ça. Et nous sommes les autochtones de ce territoire. Comme nous sommes aussi les autochtones du bord du fleuve Niger. La question des sédentaires, la question des nomades, ce ne sont pas des questions fondamentales et politiques. Ce sont des modes, n'est-ce pas, économiques de survie. Nous sommes sédentaires dans nos grands espaces. Tu es sédentaire sur ton 1 mètre carré, c'est ton problème. Moi, je suis sédentaire sur 1000 km².
c'est ma sédentarisation à moi, avec un mode de mobilité économique particulier à moi. Donc ça, il ne faut pas aller sur ce schéma-là. Quand on va sur les schémas des terres, des territoires, et des terres et des terroirs, on se trompe dans des calculs. Il ne faut pas aller sur ce, c'est très dangereux. Là, les bords du fleuve Niger, ça ne fait même pas 18% du reste du territoire du nord du Mali. Et c'est les plus occupés par d'autres communautés, comme les Touaregs, les Songhai, les Souraï. Mais le reste, là, est occupé par d'autres. Il faut l'accepter, c'est ça la réalité, si on veut en parler. Donc, la question aujourd'hui, c'est où en sommes-nous par rapport aux accords précédents. Moi, je n'aime pas quand on dit qu'on a tiré les leçons. On n'a pas tiré les leçons. On tire les leçons d'une chose lorsqu'on l'a exécuté. Dites-moi un seul accord, le pacte national, l'accord d'Alger, l'accord de Ouagadougou qui a été appliqué. Dites-le-moi, un seul. Il n'y a aucun rapport des Nations Unies du gouvernement qui dit j'ai appliqué ces accords-là à un certain niveau. Il n'y en a pas. Donc moi, je tire les leçons lorsque j'ai appliqué, que j'ai échoué. Aucun n'a été appliqué. C'est ça la vérité. Maintenant, la crise de confiance, c'est abstrait. Moi, c'est une question de volonté politique. Vous savez, l'accord est conçu de sorte que, quand par exemple, au préambule de l'accord, on dit il faut innover l'international, c'est la base culturelle, du respect de diversité, des appartenances. Mais on ne peut pas faire autrement. Comment tu peux faire une internationale dans une nation sans respecter sans prendre en compte les diversités, les particularités, les choix, les spiritualités des uns et des autres des unités nationales? Ça, c'est la clé. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas de l'unité nationale. C'est du mensonge. L'article 50 de l'accord de paix. On ne nous a pas dit que la garantie, c'est la force des partis, ni c'est l'État, ni c'est la force internationale. On nous a dit que la garantie, c'est une seule chose. Et la première garantie, c'est la bonne foi des partis, la sincérité des partis. C'est qu'on nous met à défi et on nous dit que la garantie de votre avenir pour la paix, ce sont vos comportements, votre bonne foi, c'est la démarche. On ne vous dit pas que demain, si vous ne l'appliquez pas, vous serez sanctionné de cela. Même si après, il y a eu des mesures spécifiques qui ont été créées pour des questions spécifiques. Donc, pour nous aujourd'hui, cette crise de confiance, elle dépend d'avec qui on travaille souvent, parce qu'on a aussi un déficit important. Et ça, on le vit tous, et tous les citoyens le vivent. C'est qu'on a l'impression que chaque gouvernement est un régime. Chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, les beaux mecs qui arrivent là, ils viennent pour le nettoyage. C'est qu'il n'y a pas de continuité gouvernementale. Je fais ceci avec le ministre Maïga. Ah, il paraît qu'il était du parti RPM avant moi. Donc moi, je viens, tout ce qu'il a fait avec les gens là, c'est que c'est un complotiste. Je ne ferai plus ça, j'ai balayé. Au lieu d'essayer de la continuité des acquis. Ça compromet, n'est-ce pas, une cohérence dans la mise en œuvre des questions. Donc ça, ce n'est pas... Et puis, le gouvernement est le premier responsable de la mise en œuvre en tant qu'autorité reconnue. Celle pouvant prendre des engagements et nous ne pouvons qu'accompagner en tant que partie signataire. Donc je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question, mais je vous dis simplement que la crise de confiance est liée à l'histoire, liée au comportement que même nous, souvent, nous avons eu vis-à-vis, à travers nos hommes sur le terrain, vis-à-vis de certaines communautés peut-être, ou des actions de violence. Ça existait, ça vient de la crise de confiance. Et si aujourd'hui on a des instruments qui nous permettent de dire que ceci est impardonnable, il n'y a pas d'amnistie pour ceci, allons vers cela, exploitons ça pour la CVGR aujourd'hui. Elle a beaucoup avancé sur ces questions-là. On a écouté pour la première fois. Beaucoup de Maliens ne connaissaient pas l'histoire de Kalassou Kagao. Moi, je connais beaucoup de Maliens qui me répètent ça aujourd'hui, qui n'ont jamais entendu, qui ont suivi en direct à la télévision nationale. Un citoyen, un enfant, qui vient dire tout ce qui s'est produit la journée à la télévision nationale, en direct. Il n'y a pas un Malien qui n'a pas été sensible à cela. Comme moi, je suis sensible à l'histoire qu'on a racontée à Ouagadougou. Je n'ai pas le choix d'être sensible à cela. C'est ça, en fait, qui prépare, n'est-ce pas, la lutte contre la méfiance. Voilà, à mon avis, ce que je peux dire à ce stade sur... On va arriver peut-être aux questions de réforme. Absolument. Pour en parler plus en profondeur. Avant que vous ne laissiez la parole, je vais m'apaisantir sur l'autre manche de la question qui est de savoir, au-delà de la crise de confiance que vous venez de développer tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une question de moyens aussi? Bon, vous savez, les moyens, ça se crée. Déjà, aujourd'hui, nous avons l'accompagnement international, qui peut-être n'est pas gratuit, il faut le dire, ils n'ont aucune raison d'être gratuits, ils n'ont aucune raison. Pourquoi? Ce sont des États également. Ils ont des peuples qui tiennent à quelque chose. Mais si nous ne pouvons pas aujourd'hui nous asseoir, nous dire que voilà notre problème, entre nous, citoyens de ces pays, traitons-les, on les laisse jusqu'à ce qu'ils atteignent un stade où ils constituent une menace pour les autres, pour leur existence même, du Sahel, de la CEDEAO, de l'Afrique, du monde.
parce que d'autres acteurs en profitaient. Et que moi aujourd'hui qui parle de paix ici, qui représente un mouvement signataire de l'accord, il y a des gens qui pensent encore que qui me traitent encore de terroristes, de narcotrafiquants, de tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas mon problème, parce que moi je sais que je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Donc, on ne peut pas continuer à vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on se lance dans une perspective qui crée, n'est-ce pas, l'unité nationale, qui donne une chance à la paix, il faudrait personnellement faire cet exercice-là et s'en charger. C'est ça qui manque dans ce pays. Et je crois qu'aussi, j'avais une chose que je disais, c'est le manque de courage. On a besoin d'un leadership courageux. Courageux. Qui dit aujourd'hui, voilà, même s'il n'y avait pas eu le coup d'État l'année dernière, il fallait une transition au Mali. Moi, j'ai toujours dit ça. Même s'il n'y avait pas de coup d'État, il fallait une transition institutionnelle et politique qui recrée l'État au Mali. Même s'il n'y a pas d'accord d'Alger, aujourd'hui, on a besoin de reconstruire notre armée pour l'adapter aux menaces. Même s'il n'y a pas d'accord d'Alger, on a besoin de faire la refondation de l'État du Mali. Ce sont les grandes questions. En fait, je retourne ça en question. Est-ce qu'on ne doit pas se les poser ces questions-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que l'État, c'est juste récépissé international, où je peux voter au même titre que les Belges ou les Suédois aux Nations Unies, mais à l'intérieur, je n'ai pas la gestion de mon État? Ce n'est pas ça. Il faudrait que les populations se sentent elles-mêmes d'abord citoyennes et garantes, n'est-ce pas, de leur propre souveraineté et citoyenneté. Merci beaucoup, cher ami Mohamed Ag. Je veux me tourner. Il y a longtemps qu'elle n'a pas pris la parole, cette fois-ci, vers notre maman. Madame Sidibé, les concertations nationales récentes, dans les conclusions, ainsi que le dialogue national inclusif, nous avons noté qu'est réclamé la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Selon vous, est-ce qu'on se doit de relire l'accord pour la paix et la réconciliation? Voilà, je pense que mon copanéliste tout à l'heure, il disait qu'un accord, c'est beaucoup de concessions de part et d'autre. C'est un consensus. À mon avis, rien n'est écrit sur du marbre. Nous sommes dans un système démocratique. Et même si beaucoup auront des choses à dire de ce système, il a au moins le mérite de se prétendre démocratique. Et nous avons les outils que nous donne un système démocratique pour évaluer ce processus. Le débat est ouvert, le débat est légitime. Il est nécessaire et pour moi, ça va au-delà du simple fait de relire cet accord. Il faut poser la question de l'efficience de cet accord et évaluer cet accord 6 ans après. Qu'est-ce que cela a apporté comme du positif ou comme négatif? Est-ce que cet accord a posé, ne serait-ce que les pistes de paix ou de reconstruction de l'État post-conflit au Mali? Nous avons des outils de concertation qui sont là. Mais pour moi, la question ne doit pas être traitée seulement au niveau institutionnel, puisque ce qui en reproche à cet accord, c'est qu'il est traité, c'est un accord du haut qui propose un processus de paix du haut. Est-ce que l'élite qui est représentée au niveau de cet accord est représentative de la population malienne dans sa globalité? Sachant que la population malienne n'est pas seulement celle qui est au sud ou au nord, mais c'est une population malienne réfugiée. Et pour avoir côtoyé ces milliers de réfugiés, dans les camps de réfugiés, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté de la Mauritanie, du côté de l'Algérie, ou encore plus près, au côté du Burkina, on se rend compte qu'il y a des Maliens qui n'ont plus accès à leur territoire, qui sont en besoin d'État et qui sont en demande de retour dans leur localité d'origine et qui sont aussi prêts et volontaires à participer au processus de reconstruction de l'État post-crise au Mali. Il faut prendre en compte toute cette population, ne pas centrer le débat à un niveau qui ne prend pas en compte toute cette population. Vous avez rappelé, je suis femme. Nos concepts de cuisine, on peut les transposer là où nous sommes. La marmite bout du bas vers le haut. Personne ne peut me dire le contraire de ça, même s'il y a très peu d'entre vous qui cuisinent. Donc pour moi, c'est des métaphores qu'on peut transposer. Toute dynamique, pour moi, doit partir du bas vers la population. Si cet accord spécifique dont on parle présente très peu d'appropriation de la population, pourtant nous avons une floraison d'accords qui est traité auprès de ces communautés, auxquelles les communautés se réfèrent plus qu'à cet accord. Je posais la question à ces réfugiés, c'est quoi l'État pour vous? Quelles sont vos attentes et vos besoins d'État? Et souvent, c'est fortement en décalage des attentes et besoins de l'État tels que dessinés au niveau institutionnel. Pour moi, tant que la question n'est pas traitée à ce niveau beaucoup plus bas, on n'aura pas de réponse à ces questions. Oui, il faut
il faut peut-être relire, mais ça suppose quelque chose qui n'est pas bon. On est unanime là-dessus qu'il y a beaucoup de failles qu'on peut poser pour cet accord. Mais n'allons pas vers une lecture pour qu'on ait un document de plus qui viendra se poser sur un pile de documents qui jusque-là ont présenté très peu de déficiences. Allons vers un cadre de concertation beaucoup plus élargi. Je leur ai dit, ce n'est pas à une seule instance de décider, ou une seule journée de concertation, de décider de la relecture d'un accord. Mais c'est plutôt, s'il faut partir sous forme de référendum, il faut partir, mais que ça soit beaucoup plus collégial. L'autre difficulté, c'est que on parle d'accord quand il y a un conflit. Et on parle de reconstruction de l'État post-conflit. Et cela n'est effectif que si nous sommes d'accord dans une logique que chaque conflit est différent en soi. Et ça nous impose une réponse différente et une réponse qui tient compte de toutes les dynamiques. Et pour moi, la complexité, c'est que nous n'avons pas un accord, nous avons des accords qui sont traités de manière très éloignée de la population, qui n'ont pas cette perception de l'accord et qui ne se reconnaissent finalement pas à cet accord. Et tant qu'on ne va pas pallier à ce dispositif, tant que la population ne va pas s'approprier ces outils, autant qu'ils le font au niveau des accords qui sont traités, qui sont certes des tout petits accords qui ne représentent pas grand-chose aux yeux des institutions internationales, mais qui sont pour autant des accords qui impliquent les populations auxquelles elles se sentent engagées. Un chef local qui prend un accord de paix, croyez-moi que dans beaucoup de localités, cela a plus de valeur qu'un accord signé à Bruxelles, qu'un accord signé à Alger ou un accord signé ailleurs. Il nous faut accepter l'idée que nous sommes dans un conflit qui impose une lecture beaucoup plus interne. Nous sommes en fait ceux qui connaissent les réalités de ce conflit et ça nécessite une lecture à la fois de la population locale, mais aussi de toutes les parties prenantes de cette population, pas à un niveau institutionnel uniquement. Donc, pour résumer, rien n'est figé, on peut relire cet accord, mais que les outils de relecture soient faits et que la décision de relecture de l'accord soit décidée par l'ensemble des Maliens, mais pas à un seul niveau institutionnel après une journée de concertation. Brillante exposée. Je retiens essentiellement, comme les mamans ont le secret à elles seules, que la marmite, elle bout du bas vers le haut. Ça veut vérifier chez vous ce soir. Ça veut dire tout ce que ça veut dire au sujet de l'accord. Transposez simplement, faites le lien. Ça résume essentiellement tout ce qu'elle a eu à dire et même les autres intervenants en fait. C'est une question de lecture. Ça m'amène à me tourner vers M. Touré. Pouvez-vous nous dire, selon votre point de vue, les dispositions de l'accord qui semblent problématiques et qui rendraient son application impossible, voire dangereuse même? Merci beaucoup. Pour rester toujours dans sur la même longueur d'onde en matière de cuisine, il y a de la viande, comment la consommer? La marmite bout du bas vers le haut. Moi, j'espère qu'avant de sortir d'ici, on pourra mettre la viande dans la marmite et la faire bouillir du bas vers le haut. Et plus sérieusement, je dirais simplement que, comme on l'a dit, l'accord, c'est un instrument de prévision de l'avenir. Il nous dit ce que demain sera. Il est éminemment politique, il a une dimension juridique. Mais la dimension politique l'emporte beaucoup plus parce que le volet juridique fixe simplement le régime juridique de ce qui est convenu politiquement. Et qui parle de politique dans un pays où on est en démocratie, en tout cas je considère que le Mali est un État démocratique, on parle quand même simplement de la volonté commune et des attentes communes des différentes populations. Donc comment aller vers un avenir qu'on n'a pas dessiné ensemble et qui a été dessiné avec des groupes armés dans des conditions que nous savons tous. L'article 65 de cet accord lui-même, il est très clair là-dessus, tellement qu'il a compris que ce document ne servira dans un premier temps qu'à faire taire les armes, nous a invités encore une seconde fois à poser le problème de la relecture chaque fois que de besoin. Donc toutes les parties ont la latitude, ce n'est même pas une demande, et que cela ne soit pas perçu comme étant un forcing ou une imposition. C'est un droit que l'accord confère à toutes les parties. Le gouvernement est partie signataire, la CMA est partie signataire, la plateforme est partie signataire. Le gouvernement représente l'ensemble des populations du Mali. Et beaucoup de communautés, beaucoup de fêtières pensent qu'il y a beaucoup de choses dans cet accord qu'il faut revoir. Notre interlocuteur ne peut être que le gouvernement qui doit le porter là où ça doit l'être. La CMA, de son côté également, a beaucoup de personnes qui croient en l'idéologie azawad de la séparation, qui ne sont pas pour la relecture. Parce qu'il y a cette difficulté également du côté des groupes armés qu'on ne perçoit pas très souvent. Il y a des radicaux là-bas, il y a des modérés également, qui ne veulent même pas entendre parler de l'État du Mali. Donc, comment faire maintenant
dans ce contexte pour qu'on puisse mettre en œuvre déjà cet article 65. Que nos amis de la CEMA ne prennent pas ça comme du forcing, je pense que ce n'est pas le cas, et que ceux qui sont ici se disent qu'on ne peut pas, on doit forcer pour le faire. On a le droit de le faire et nous avons simplement l'obligation de nous organiser, chaque fêtière à son niveau, de faire un travail de fond et de mettre le doigt sur les parties qui semblent être des parties qui gênent pour qu'on puisse construire, co-construire même ensemble et dépasser cette phase-là. Les articles à modifier dans ce texte-là à la volée, moi, je vous dirais sincèrement qu'il y en a beaucoup. Et si on regarde l'accord même dans son ensemble, les annexes jusqu'au relevé des conclusions, qui n'est plus secret, même si dans un premier temps ça l'était, on se rend compte simplement qu'il y a un accord entre les parties signataires sur 2 points. Les questions de développement économique et social et les questions relatives à la justice et à la réconciliation. Quand j'ai lu le relevé des conclusions, c'est l'une des choses que j'ai retenues. Que la médiation a constaté avec satisfaction, la CEMA a reconnu que ses préoccupations en termes de développement économique et social sont prises en compte par l'accord issu d'Alger. Les questions également de réconciliation ne posent pas de problème. Sur les 4 piliers, ce qui nous reste maintenant, c'est 2 piliers. Les questions politiques et institutionnelles et les questions de défense et de sécurité. Donc nous avons déjà des points d'accord depuis l'accord d'Alger. C'est pour vous dire simplement que c'est aussi une forme d'avancée. Maintenant, les 2 points, questions politiques et institutionnelles et les questions également de défense et sécurité. Sur les questions politiques et institutionnelles, les plus grandes réserves sont formulées d'abord au niveau de quelque chose qui n'est pas apparent dans l'article, dans l'accord. Les questions politiques et institutionnelles, à son article, notamment les articles 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 16. Ça, c'est quelques articles qui posent problème. Je le répète, 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 16, sur les questions politiques et institutionnelles. Les débats tournent essentiellement autour de ces articles en ce qui concerne le titre 2 de l'accord. Parce que, à ce niveau-là, la réorganisation administrative qui est proposée ne nous permet pas d'identifier le type d'État vers lequel nous partons. Nous avons un accord qui nous invite à reconstruire et à restaurer notre unité nationale à travers notre État. Et ces réformes qui sont en tout cas prescrites à ce niveau-là ne nous permettent pas de savoir exactement quel type d'État nous avons. Nous avons déjà une nation. Le modèle d'État proposé, il est lequel? Quand on le lit, tantôt on parle de décentralisation poussée, certains y voient un État régional ou État-région, certains y voient maintenant une fédération. L'une des choses à faire maintenant, c'est simplement d'harmoniser notre point de vue déjà sur le modèle d'État que nous voulons. Quel type d'État nous pouvons construire ensemble sur la base de ces éléments et qui respecte cet esprit qui est la restauration de l'unité nationale sur la base du respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la diversité. Quand on lit la décentralisation poussée telle qu'elle est, elle fait peur à un moment donné. Elle est poussée jusqu'où? Personne ne sait. Et je ne connais pas de technique classique de déconcentration ou de décentralisation qui parle de décentralisation poussée. Ça intervient dans cet accord-là. Et la décentralisation en elle-même, elle procède d'une simple délégation administrative et tout tourne autour de la notion d'autonomie. Le degré des pouvoirs, l'objet des pouvoirs transférés permet de déterminer le type d'État qu'on a. Donc il faudrait qu'on recense tous les pouvoirs qui sont transférés pour pouvoir nous rendre compte du type d'État vers lequel l'accord nous amène. Dans ce flou, on ne peut pas avancer. Donc la première des choses à faire, c'est déjà de nous dire vers quel type d'État nous voulons aller. Quel modèle dessine cet État? C'est cet accord issu du processus d'Alger. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et on ne peut l'appréhender, comme je l'ai dit, qu'à travers les pouvoirs qui sont transférés. Au niveau également de ces différents articles, c'est le même problème qui va se répercuter sur ces différents articles, notamment le 6, le 8, le 10, le 11, le 12, le 13 et le 16, pour les questions politiques et institutionnelles. En ce qui concerne le 6 déjà, à 2 niveaux, la réorganisation administrative au plan local et au plan national. Donc les différents alinéas de cet article 6 posent chacun, en tout cas pour la plupart des alinéas, des problèmes. Tantôt, c'est des problèmes de manque d'égalité de traitement entre les situations citoyens plutôt quant à l'accès aux fonctions publiques des collectivités territoriales ou à la représentation dans les grands corps de l'État, etc., qui normalement est fait sur le mérite, mais l'accord en tout cas veut que cela soit fait comme mesure en tout cas de discrimination positive. Ça interroge beaucoup de jeunes qui sont au sud.
Quand on dit également qu'au niveau des collectivités locales, les recrutements se font majoritairement parmi les ressortissants des collectivités, ça pose énormément de problèmes. Moi, tombouxien de culture bamakois qui me retrouve maintenant à Kidal, est-ce que je passerai après quelqu'un qui est de Kidal ou pas? C'est des questions qui sont légitimes et qui doivent être posées. La discrimination positive en elle-même, elle a été implémentée ailleurs. Nous devons la saisir et nous devons également poser le problème de manière objective. Ça crée des réticences. Les pouvoirs conférés au président de l'Assemblée régionale qui est élu au suffrage universel direct, on en a peur, mais les maires sont élus par le suffrage universel direct. Mais pourquoi on a peur pour le président de l'Assemblée régionale? Parce qu'on parle également de sa casquette de chef de l'exécutif et de l'administration. Quand on demande qu'est-ce que l'exécutif régional, on peut se dire que c'est les services déconcentrés, les outils du développement. Quand on transfère le pouvoir, n'est-ce pas, pour faire le développement économique, on doit transférer les outils. Les services déconcentrés sont là pour ça. Mais l'administration régionale, elle est quoi au fait? Donc là, ça fait peur. On fait un parallèle entre le Premier ministre, pratiquement chef de l'exécutif, et qui dispose de l'administration, entre lui et le président du conseil régional. Donc ça ramène les gens dans une logique où on se dit que c'est un État fédéral qui est déguisé. Donc nous avons un travail technique à faire, un travail de pédagogie, en tout cas de compréhension, d'harmonisation des points de vue pour qu'on puisse dessiner ensemble le modèle d'État efficace qui peut être là. L'État central a montré ses limites. Et de l'autre côté aussi, on se rend compte qu'à l'article 10, ce qu'on met, c'est que l'État nomme auprès des collectivités territoriales un représentant. Donc le représentant de l'État est nommé auprès des collectivités territoriales. Donc il devient un observateur qui veille maintenant sur le respect de la politique nationale et tout ce qui s'ensuit. L'État se trouve ainsi mis dans la collectivité, alors que dans notre compréhension classique de la décentralisation, la collectivité est dans l'État. Donc vous voyez que ça crée des inversions, ça suscite beaucoup d'interrogations et de questions, de sorte que le gouverneur de région devient un simple observateur, pratiquement auprès des collectivités territoriales. Nous devons aborder ces questions avec beaucoup de recul, avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de tact et de mesure, en tenant compte du fait que nous sommes dans la co-construction, même pas de la construction de la paix, mais de la co-construction de la paix, pour que ce pays sorte à jamais de ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons les outils intellectuels pour ça. Nous avons les ressources humaines pour cela également. Il suffit simplement de sortir des positions radicales et que les groupes armés nous rassurent de l'abandon effectif de l'idéologie séparatiste et de leur volonté de construction d'un État arabo-touareg sur cet espace. Ça fait énormément peur. C'est l'un des plus gros obstacles de la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Je demande à Ataï ici présent, si vous pouvez travailler sur cette question en toute fraternité, en toute sincérité, je vous parle la main sur le cœur, je vous assure qu'ensemble nous pourrons co-construire la paix et sortir de cette difficulté. Et le Mali, nous vivrons tous, Inch'Allah, de manière extraordinaire dans ce pays-là. Pour aller plus loin, l'article 22 également, j'en ai parlé. Mais malheureusement, le temps est parti, vous allez m'excuser. Hein. Vous m'avez demandé beaucoup de choses en peu de questions. Si vous pouvez reprendre sur mon temps après, si c'est permis ou pas. Ça va revenir avec votre permission. Voilà. Vous allez permettre à ce qu'on sert à la partie du café aux participants. Nous allons revenir sur d'autres manches. Je vois qu'il a main sur le cœur. On va se retrouver et le Mali va sans nul doute s'en sortir, Monsieur Touré. Avec votre permission, nous avons beaucoup écouté nos personnes de ressources, qui d'expertise, qui d'expérience, qui font renaître de l'espoir. C'est bien possible que les Maliens s'asseyent, qu'ils se retrouvent. À présent, nous allons vous retourner la parole, mais nous allons vous demander de nous aider à mieux gérer le temps pour qu'en 2 minutes par intervenant, vos réactions, vos questions éventuelles, avant que l'on aille sur d'autres phases. La parole est à qui veut la prendre. Il faut simplement se présenter et nous dire... levez la main le moment venu. Qui voudra bien poser une question? Le nom? Ousmane. Bien. Donc je disais que je m'appelais Ousmane Wan. Je suis ancien chercheur à la faculté des sciences et techniques. Avant de continuer, je tiens à féliciter les panélistes pour la profondeur de leur réflexion et pour la qualité de leur communication. Je tiens également à vous remercier, vous, monsieur le modérateur, pour les transitions toutes faites, qui sont remarquables. Merci, Baba, de m'avoir invité à ces belles conversations citoyennes. Moi, j'ai 2 réflexions à partager et j'ai une question à l'attention des panélistes. Mes 2 réflexions, la première, elle porte sur l'accord sur la paix. L'accord pour la paix, comme vous le savez,
C'est un accord qui a été signé dans des conditions particulières, à l'étranger, dans des salons feutrés et dans des conditions opaques, à un moment où le gouvernement du Mali était défait, où les groupes armés étaient en position dominante. Donc l'essentiel des discussions portait sur un document de synthèse qui émanait pour une grande part des groupes armés, qui en avaient une meilleure connaissance. Les négociateurs maliens étaient partis mal outillés, mal préparés, et à certains moments, ils étaient certainement indolents. Et l'accord a été signé à Bamako dans des conditions que nous savons. Quand il a commencé à fuiter, donc la population a commencé à se plaindre, donc le gouvernement a eu peur. Et quand il a eu peur, donc il a voulu gérer la chose à la malienne, c'est-à-dire en mettant l'accord dans le tiroir et en essayant de gagner du temps. Seulement que ça ne pouvait pas marcher. Parce que le Mali n'était plus un pays souverain. Nous sommes un pays sous tutelle, sous protectorat onusien, français, sous protectorat des pays qui ont des troupes ici, et vis-à-vis desquels nous avons une dette de sang. Donc on ne peut pas arranger l'accord comme ça. Donc il fallait une alternative, et l'alternative miracle était la relecture. Seulement cette relecture, elle n'arrangeait pas les groupes armés, parce qu'elle pourrait entacher un peu leur légitimité qui a été consacrée par la communauté internationale. Donc vis-à-vis de l'accord, il y a un gros problème. Il y a un gros blocage, et il ne peut pas être débloqué comme ça. Ça, c'est la première réflexion. Ma deuxième réflexion, honnêtement, c'est qu'au nord, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que c'est une partie du territoire qui a été abandonnée par la mauvaise gouvernance. Et les populations ont été laissées à elles-mêmes. Donc, une partie des populations ne se reconnaissent plus dans l'État du Mali. On ne peut pas construire un pays si on n'a pas l'adhésion des populations. Ça, c'est un postulat qu'il faut vraiment toujours poser sur la table. Mais en même temps, le Mali ne peut pas, très honnêtement, sur ces très vastes étendues, gagner militairement la guerre. Il faut que les gens aussi le comprennent. Le pays est trop grand, trop vaste, les sources de vie sont éloignées d'une centaine de kilomètres parfois, et ce n'est pas possible. Même si on consacrait le budget de notre armée, on ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'il faut des moyens très avancés. Je veux donc rester au niveau de ma réflexion. La question, surtout. La question, en fait, pour surmonter tous ces problèmes, tous ces écueils-là, tous ces périls, est-ce qu'il ne faut pas redonner la voix au peuple? Demander au peuple, voilà, demander au peuple à travers un référendum. Hein, le peuple tranchera. Et au niveau de ce référendum, on tentera de poser la question des maires, à mon avis, qui est essentielle. C'est-à-dire qui veut faire partie de la future entité Mali et qui veut s'en détacher. Ceux qui veulent rester ensemble, qui restent ensemble et qui construisent la nouvelle entité. Ceux qui veulent se détacher, eh bien qu'elles se détachent. À mon avis, on ne peut rien faire sans le peuple. Je vous remercie. Boubacar Ba, Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. J'ai pas de questions, mais je voulais tout juste aborder deux ou trois points. D'abord, je vous dis très honnêtement que j'ai écrit un ouvrage, Crise de gouvernance, justice transitionnelle et paix durable, où j'ai posé la problématique des accords de paix conclus avec les groupes rebelles successifs. Depuis 2016. Hein. J'avoue qu'il y a des questions d'actualité qui ont été déjà soulevées. Donc moi, je pense que si nous analysons franchement la question de l'accord, je pense qu'il faut d'abord partir sur les causes structurelles des conflictualités au Mali, qui ont conduit à cet accord, ou ces accords. Moi, je retiens la crise de l'Afghanistan depuis 1980. Je ne parle pas de la deuxième crise, hein. Moi je parle de la première crise, où des soldats ou des volontaires algériens se sont rendus dans cette zone. Je prends aussi l'indépendance du Sud du Soudan. On n'en parle pas, mais c'est l'indépendance du Sud du Soudan qui a donné des idées par rapport à des problématiques au nord du Mali. Deuxième point. Troisième point, la crise du Moyen-Orient avec le printemps arabe, Syrie, Irak, Libye et la grande crise algérienne. Mais le tout, pour moi, se résume en 4 problèmes. Les conflits persistants, les conflits récurrents, donc les rébellions successives, les conflits émergents et les conflits globaux. Les 4. Et enfin,
quand on essaie aujourd'hui d'analyser la situation, je pense que si vraiment nous voulons avancer, il va falloir quand même qu'on pose aujourd'hui la problématique de l'unité nationale. C'est-à-dire que les différents gouvernements maliens ont manqué beaucoup de vigilance par rapport à l'unité nationale. On pense trop à des questions comme le Kourkan-Fouka du Sud et on laisse peu de place à vraiment des entités au nord du pays ou au centre. On parle très peu de ce qui s'est passé au nord et dans le Massina. On donne beaucoup plus d'accent sur le Kourkan-Fouka et autres. Et là, ça crée des sentiments de groupe qui ne se retrouvent pas dans l'unité nationale. Je voudrais vraiment tout juste, pour terminer, attirer l'attention des acteurs sur ce point. Je ne fais pas la publicité de mon ouvrage, hein, mais vous allez voir, ceux qui vont le regarder tout de suite, toute la problématique a été posée depuis 2016. Mais très peu d'acteurs maliens m'ont sollicité pour qu'on en parle. Mais malheureusement, le sujet revient et se pose avec beaucoup d'acuité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ba, pour des apports aussi bien pertinents, et surtout à travers un écrit que nous allons nous inviter à aller explorer pour nous enrichir sans nul doute. J'ai une petite contribution et une question pour M. Ag. Voilà, donc déjà, à titre de rappel, Monsieur le docteur a mis l'accent sur la charte de Kourkan-Fouka tout de suite. Je vais juste faire un petit rappel d'une disposition de la charte à travers l'article 23 de la charte de Kourkan-Fouka qui dispose que ne trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d'honneur. Donc du coup, l'accord, c'était un engagement. Donc la bonne foi des partis vraiment doit être de mise en question. C'est très important. Et partant de là, et comme M. Agne cesse de le dire, il met l'accent sur le problème identitaire. Est-ce que réellement les groupes rebelles, je parle de la plateforme, je parle du CEMA, est-ce que réellement ils sont capables de prendre leur destinée? Parce que le problème persiste, hein, il faut reconnaître ça, le problème persiste, ça a trop duré depuis des années. Jusqu'à présent, nous assistons au même problème. Mais maintenant, que pensez-vous de cette question-là? Merci beaucoup. Gabriel Anaïtogo, j'ai un master en sciences politiques. Donc, voilà, je peux dire une professeure qui est devant, panéliste, parce que docteur en sciences politiques, Madame Sidibé, voilà, donc je tire mon chapeau. Vraiment, j'ai bien apprécié vos analyses. Maître Touré, merci à vous. Vous avez été très franc, très clair. Monsieur Ag, très profond. Grand merci à vous. J'ai bien aimé quand vous dites que vous êtes ce que vous êtes et vous défendez ce que vous défendez. C'est intéressant. Ce que j'ai aimé, vous êtes là ici aujourd'hui, M. Aguela, il l'a dit, et moi je pense que c'est à saluer. Et on remercie l'Observatoire pour cela, parce que, comme il l'a dit, si ce n'était pas l'accord, ça n'allait pas être possible pour M. Ag d'être dans cette salle en train de parler tranquillement avec nous. Ça veut dire que déjà, ça c'est à saluer. Mais maintenant, j'ai quelques questions à poser. Est-ce que selon vous, chers panélistes, y a-t-il un refus de volonté politique pour résoudre cette crise malienne? Y a-t-il un refus de volonté politique, je dis bien, pour résoudre cette question? La deuxième question, comment est-ce que vous analysez le récent suivi de l'accord à Kidal? Comment est-ce que vous analysez le récent suivi de l'accord à Kidal? Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que pour vous, c'était juste un coup de communication politique des autorités de la transition? C'est vraiment une question que je me pose, parce que ce qui s'est passé après le suivi de l'accord à Kidal, on a tous suivi, mais je me pose la question, pourquoi avoir faire ce suivi-là à Kidal, nous montrer tout ce qu'on a vu, et après on a vu ce qui s'est passé. Je veux savoir. Troisième question, ça c'est vraiment, je m'adresse à M. Ag, peut-être aux autres aussi. Hein. M. Ag a bien dit égorger un animal dans le mauvais sens, selon l'islam.
on a de la viande, mais normalement, on ne peut pas consommer. Pourquoi avoir accepté d'égorger l'animal dans le mauvais sens? Pourquoi? Parce que l'accord, je pense que c'est bien l'accord qui est l'animal égorgé dans le mauvais sens. Mais pourquoi avoir accepté d'égorger dans le mauvais sens alors qu'on savait bien que c'est dans le mauvais sens? Pourquoi? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Togo. Dis donc, je suis un modérateur comblé, moi. Autant les panélistes, les personnes ressources sont de taille, autant les contributions des participants aussi nous renvoient encore plus loin. Je pense qu'on peut se féliciter et l'Observatoire peut se féliciter de la qualité des débats déjà à ce stade de nos échanges. Je vais revenir donc à nos panélistes avec les différentes questions soulevées pour qu'à tour de rôle, chacun donne son angle d'analyse et ses points de vue sur les questions, éventuellement les contributions soulevées, avant qu'on entame la dernière manche de notre table d'échange. Je vais commencer par M. Touré, naturellement, qui avait laissé la parole en tant que panéliste avant qu'on donne la parole à la salle. Touré, on est à vous. Merci beaucoup pour, en tout cas, cette faveur que vous m'accordez. Je pense qu'il y avait fondamentalement 3 questions ouvertes et une adressée principalement à Taïwan, la dernière, je pense. Ah oui, d'accord. Bon, demander au peuple, M. Wan, demander au peuple à travers un référendum. Pourquoi ne pas demander au peuple à travers un référendum? Moi, ce que je retiens dans cette question, c'est demander au peuple. Pourquoi ne pas demander au peuple? Par référendum, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, aller à un référendum? C'est une position politique. Nous avons déjà un accord qui précise, en tout cas, les conditions de sa modification. On dit que l'accord ne peut être modifié qu'avec le consentement de toutes les parties prenantes. Donc, si on pose la question maintenant du référendum, sauf si les parties prenantes acceptent, il faudrait poser la question maintenant, le problème au niveau des parties prenantes, parce que les conditions de révision sont bouclées par l'article 65. Au gouvernement maintenant de porter cette idée en demandant aux autres parties, nous souhaiterons qu'on parte à un référendum pour pouvoir maintenant faire valider cet accord ou le rejeter totalement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le référendum, c'est un couteau à double tranchant, c'est oui ou non. Nous sommes déjà avancés sur beaucoup de choses par rapport à l'accord d'Alger, qui est un cadre politique de règlement de ce conflit dans un contexte sécuritaire assez particulier. Donc il faudrait prévoir les hypothèses du rejet de l'accord également dans l'hypothèse d'un non au référendum, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'il faut se préparer à cela avant de poser la question même du référendum. C'est une possibilité, mais elle a également ses conditionnalités et ses exigences qui me paraissent assez importantes à soulever à ce stade-là. En ce qui concerne, comment ça s'appelle, y a-t-il un refus de volonté politique pour résoudre cette question? Volonté politique, résoudre cette question, y a-t-il un refus? Je pense qu'il n'y a pas un refus de volonté politique. Nous sommes dans une situation où nous avons en main quelque chose de non abouti que nous voulons mettre en œuvre. Maintenant, comment aller à cette mise en œuvre? Je suis certain que tout le monde souhaite qu'on aille vers la paix, quelle que soit la configuration, quelle que soit la situation. Mais il y a des données qui sont dans cet accord, comme on en a parlé tout à l'heure, qui posent problème. Il y a des réserves sur beaucoup de choses, n'est-ce pas, notamment la définition du modèle d'État, la nouvelle architecture institutionnelle, plein d'autres choses par rapport à l'armée reconstituée et le format du redéploiement de l'armée, le secteur de la sécurité, la police territoriale. Donc tout ça, c'est des questions qui ne peuvent pas, en tout cas, être traitées de manière apaisée sans qu'on aille vraiment vers une concertation, une harmonisation des points de vue. Nous avons beaucoup de choses à comprendre et chaque fois qu'on lit l'accord, on se rend compte qu'on n'avait pas compris la chose à la première lecture, entre la première et la seconde lecture. Donc nous devons forcément essayer d'abord d'avoir une compréhension commune de cet accord-là. On a essayé depuis le début, mais ça n'a pas marché. Le contexte est favorable à cela et je suis certain que ce genre de fourra, si on accepte de nous désarmer sur le plan, en tout cas, des radicalités positionnelles, on pourra arriver à trouver des terrains d'entente et dessiner quelque chose qui n'est pas mauvais pour le destin du Mali. Monsieur Togo, y a-t-il, non c'est pas ça, le CSA à Kidal, bon, est-ce que c'était juste pour faire la photo ou pas?
A priori, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de dire certaines choses désobligeantes, mais je verrais mal un ministre de la République, en tout cas, faire bouger beaucoup d'autorités et d'officiels et des partenaires et amis du Mali, nous amener à Kidal juste pour aller faire la photo. Et je pense qu'ils étaient dans cette perspective d'aller montrer aux Maliens que Kidal reste encore malienne et que nous pouvons venir parler de l'accord issu du processus d'Alger à Kidal, contrairement à tout ce qui s'est dit. Mais malheureusement, ça a tourné un petit peu dans une autre situation. Ils ne l'ont pas voulu. S'ils savaient que ça allait se faire ainsi, ils n'allaient pas le faire. Mais ce que je retiens simplement, la leçon de cette affaire simplement, c'est qu'il faut retenir de l'épisode de Kidal, le fait que les drapeaux aient été descendus et finalement on a arraché le mât carrément, c'est qu'il y a en tout cas du côté des groupes armés beaucoup de jeunes qui sont encore beaucoup dans l'idéologie de l'indépendance de l'Azawad, qui sont beaucoup dans le rejet de l'État du Mali et de tous ces symboles dans cette région. Et la région est sous le contrôle des groupes armés jusqu'à présent et c'est de leur devoir de travailler à cela puisqu'ils s'inscrivent dans la dynamique de l'unité nationale. C'est là où leur responsabilité doit être en tout cas interrogée. Ils sont membres du gouvernement. Et étant membres du gouvernement, on doit respecter et faire respecter les symboles de l'État partout où on se trouve. Et je suis certain que les membres du gouvernement n'étaient pas pour le fait qu'on fasse descendre le drapeau. Mais il y a également des personnes là-bas qui ne veulent pas du Mali. Donc il faut travailler à déradicaliser ces personnes-là. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est une idéologie. Pour la combattre, ce n'est pas à coup de canon. Donc il y a un traitement politique de l'idéologie indépendantiste également qu'il faudrait mener à partir de là-bas par les groupes armés qui disent s'inscrire plutôt dans la dynamique de la paix. Voilà ce que je pouvais dire grosso modo sur les 2 ou 3 questions qui ont été posées par les panélistes. En ce qui concerne l'animal mal égorgé, je pense que Ataï pourra... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Touré. Présent, je ne pense pas qu'il ait besoin de revenir sur les questions posées. Nous allons donner la parole à Mme Sidibé pour ses réactions. Je pense qu'après lui, j'aurais très peu de choses à ajouter. C'est vrai que j'avais parlé de donner ou redonner davantage la voix au peuple. Pour moi, la question n'allait pas dans le sens de qui veut rester au Mali, qui ne veut pas partir du Mali, tel que ça s'est posé en Espagne. Mais la question pour moi, c'était déjà de savoir par rapport à cet accord, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai qu'il a signalé les parties prenantes. Je pense qu'à ce niveau, les parties prenantes, face aux difficultés d'application ou des conditions d'applicabilité de ces accords, se rendent compte des limites de cet accord. Et je pense que si ça doit passer par une relecture, et que cette relecture, à mon avis, nécessite que tout le monde se prononce, je pense que ce sera judicieux pour qu'on n'ait pas un accord de plus sur les bras qui ne sera presque jamais appliqué. À mon avis, c'est cela. Et je le dis une fois de plus, la population ne sera pas celle présente au niveau des instances où nous, quatre ici qui parlons, mais les Maliens au-delà du Mali. Au-delà du Mali, pour des raisons d'exil ou pour des raisons de migration volontaire qui sont la diaspora. Pour moi, ça doit prendre la composition du peuple malien dans sa globalité. Et pour ce qui est de Kidal, moi, j'aurais aimé que la question soit posée autrement en demandant qu'est-ce qui s'est passé après le départ de la délégation de Kidal? Qu'est-ce que la population en pense? Ça rejoint sa théorie de l'idéologie. Au-delà de l'effervescence ou la médiatisation de cet acte, tant que la population locale ne se saisit pas du message qui a été véhiculé par cette délégation, ça sera un déplacement de plus. Mais là, à ce niveau, je pense qu'il est un peu trop tôt pour savoir les effets positifs ou négatifs de ce déplacement, tant que nous, on ne verra pas au concret l'adhésion de la population locale au message dont cette délégation était porteuse. Donc jusque-là, pour moi, au-delà de l'aspect médiatique, je n'ai rien saisi au concret. C'est trop tôt, je ne peux pas faire de prise de position à l'État, mais une fois de plus, il a parlé d'idéologie, M. Touré. On verra les prochains jours comment la population se comporte face à tout ça. Et la question, finalement, de voir, je vois, en fait, tourne toujours au niveau des dynamiques d'adhésion de la population. Tant que la population n'adhère pas à une idéologie, tant qu'on traite tout de niveau institutionnel, tant que c'est une délégation remplie d'institutionnels qui se déplace, et sans que cette population, au concret, n'adhère à cette idée, on va toujours être buté aux difficultés d'application de ces dispositifs.
Je pense que je ne serai pas assez longue. Il a déjà assez répondu à pas mal de questions. On transfère l'animal égorgé. Décide-moi. Hein. De quoi pour qu'il soit consommé. Vous donc, Mohamed. C'est ça. Moi, je vais seulement dire ici, parce que c'est très important, je sais que le niveau ici des personnes qui sont présentes est un niveau quand même assez éclairé, mais aussi il y en a qui vont suivre après, via les réseaux sociaux, qui ont besoin de comprendre. C'est eux aussi qui sont les cibles de notre travail ici. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ceux-ci doivent comprendre que, et ça doit être dans l'esprit conscient des Maliens ordinaires, comme des Maliens qui pensent qu'il y a dans les affaires, que notre problème est d'essence politique. Et tant qu'on ne perd pas cette vie, on peut trouver des solutions. Tout le reste là, c'est la colonne vertébrale qui est l'essence politique, le développement, la culture, l'unité, la réconciliation, sont des branches de ce qu'on va décider par le cheminement pour trouver un système qui nous est propre. Moi, j'ai toujours dit, nous avons besoin d'un État de nos besoins, pas d'un État juste comme ça. Souvent, j'ai l'impression que certains lisent la Coran ou le comprennent comme les djihadistes ou les terroristes, entre guillemets, je n'aime pas le terme djihadiste, je les retire, comme les terroristes comprennent le Coran. C'est que le Coran, pour ceux qui l'ont lu et interprètent différemment, s'explose. C'est comme ça que souvent j'ai l'impression que certains ont compris l'accord. Donc il faut déradicaliser même notre façon de lire, d'ouvrir les yeux sur la chose. Deuxième chose, dès qu'on parle d'architecture institutionnelle dans un pays, ce qui signifie que c'est unitaire. C'est qu'il y aura des échelles, des prérogatives, des compétences, et il y aura des règlements, des mesures réglementaires, législatives qui vont fixer cela, dire dans quel sens l'architecture est instituée dans un État unitaire. Quand on parle des régions, des régionalisations, j'envoie les gens à lire les conclusions des États généraux de la décentralisation en 2013-2014. Nous, on n'était même pas là, hein. Nous, on était encore dans les collines. Hein. Ils ont parlé ici, à Bamako, sous la présidence du président de la République Ibeka. Et la 8e recommandation de ces États généraux disent qu'il faut aller vers la régionalisation. Autrement, après la communalisation, il faut aller vers la régionalisation. Cela suppose que dans la régionalisation, on va créer des entités politiques, mais qui ne sont pas des États, auxquels ce sont des décrets qui transfèrent des compétences, des services déconcentrés et des ressources, et sur lesquels il y a toujours un département de tutelle sur les collectivités. Le contrôle a posteriori entre dans le système parce qu'on suppose que c'est un système qui a été essayé ailleurs et qui a fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'ils assurent la défense, les impôts, il y a des choses qui sont souveraines. On ne peut jamais transférer une collectivité de compétences qui touchent au caractère régalien de l'État. Ce n'est pas possible. Tombouctou ne peut jamais avoir un traité avec la Mauritanie dans le système de régionalisation. Pas possible. Comme Gao ne l'aura pas avec le Niger. Il ne faut pas avoir peur des réformes et des changements. C'est ça l'État et la construction. Autre chose, quand les pactes nationaux, par exemple, pour que moi je dise qu'on a tiré les leçons, est-ce qu'on a appliqué l'autonomie? On n'a pas appliqué. Est-ce qu'on a appliqué l'autonomie? Non. Il fallait appliquer pour voir si ça marche ou non. Est-ce que l'accord d'Alger, on a appliqué les grands chantiers de développement qui font? Non, on ne les a pas appliqués. Est-ce que Ouagadougou, on a dit que juste après, on dit, voilà, les partis sont d'accord sur l'intégrité, il faut aller au dialogue après les élections présidentielles? Est-ce qu'on l'a fait? Non. On a fait la guerre d'abord à Kidal, en 2014. Quand on est parti à Alger, on dit, c'est le monde qui nous a dit la fédération, c'est impossible. Laissez tomber. Nous, on avait demandé la fédération, hein. On l'a demandé dans les yeux, sans cache-cache. On veut la fédération. On dit, c'est pas possible. On a laissé tomber. Comment ils peuvent l'amener dans un document? C'est pas possible. Et la fédération, on ne la crée pas à partir d'entités régionales. C'est des États qui fédèrent, là. C'est des confédérations que l'on crée, dans le système confédéral ou dans le système unitaire. Donc, dès qu'on parle d'architecture, c'est qu'il y a un lien de tutelle, de prérogatives, de subsidiarité ou même de subordination entre les institutions que l'on crée ou les organes de gestion que l'on crée. Je vous dis quelque chose qui m'inquiète. Vous savez, les enfants qui ont 12 ans en 2012 et qui sont nés dans les zones où l'État n'est jamais présent, aujourd'hui, ils ont 22 ans, 23 ans. Ils ne connaissent même pas les couleurs du Mali. Ils ne savent même pas s'il existe. Ils ont commencé à développer la maturité sans voir un État. C'est qu'il y a une résilience locale qui se développe. Et les garçons qui ont été devant les manifestations à Kidal pour se descendre des drapeaux sont majoritairement comme ça, soit des victimes directes des conflits, qui ont perdu beaucoup de monde, et nous, on ne peut pas aujourd'hui prendre la responsabilité de les fusiller parce qu'ils veulent descendre des drapeaux. Mais lorsque le gouvernement est parti à Kidal, nous l'avons bien amené avant le CSA, il est parti, il a vu les choses, il a même, nous avons même félicité cette position, cette posture.
il y a des choses qui sont d'actualité. La question de la réalité de l'accord. Je sais que les visions changent. Quand on parle de radicalité, il faut la soigner de tous les côtés. M. Touré n'était pas le même il y a 3 ans. Hein. Aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Moi également. Je le dis clairement. Hein. M. Mega, qui est la primature aujourd'hui, M. Dakono, qui sont conseillers spéciaux aujourd'hui, ils n'ont pas la même lecture des affaires. Hein. Ils sont dans les affaires maintenant. Ils sont obligés de répondre dans les affaires. Moi, je suis dans le quotidien du processus. Et l'accord est inscrit et écrit de sorte que chaque disposition l'évoque comme une négociation nouvelle entre parties maliennes. On fait ce qu'on appelle un document d'entente sur la question des intérimaires, sur la question d'IMOC, sur la question du DER. Chaque fois, il y a un document. Sur la question de défense, on fait des relevés de conclusions. Ça veut dire que l'accord même est tous les jours révisé, en permanence. On nous dit, voilà, allez-y vers un système. Après, on étudie sur les mécanismes, les principes, les contenus, l'agenda et tout ceci qui va avec. Voilà la révision. Quand on est parti au déni, tout le monde a dit que la semaine ne viendrait pas. On a surpris tout le monde. On est venu. On leur a dit, Yallah, l'article 65 est là. On va à l'article 65. Le déni a dit oui. Allez-y à l'article 65. C'est que le déni a dit, il n'a pas dit autrement. Hein. Il n'a pas dit qu'il faut négocier dans une salle comme ça avec tout le monde. On ne peut pas négocier avec 20 millions de citoyens. Le chef d'État, il est élu démocratiquement ou il gère une transition, il discute au nom de l'État. Nous discutons, nous aujourd'hui. Et il faut avoir une sincérité intellectuelle. C'est laquelle? Wallahi, nous ne sommes plus des groupes armés. Nous sommes des mouvements politico-militaires. Et nous ne sommes pas des rébellions, nous sommes une insurrection. Parce que tous les cycles sont liés. Du point de vue de leur constitution, à leurs revendications, à la question d'espace. Parce que la question d'espace avait été évoquée. C'est la seule rébellion au moins en Afrique, où tu n'as pas de gens qui veulent la capitale et le pouvoir. Nous sommes la seule rébellion au monde, ou la seule insurrection au monde, qui le 4 avril a déclaré un cessez-le-feu unilatéral d'Ouanza quand l'armée a quitté. Ça, c'est un message clé en termes de recherche scientifique. Il faut aller en profondeur. On a aujourd'hui une opportunité de balayer tout, c'est-à-dire voilà, il y a une chance. Parce que, je vous assure, hein, wallahi, moi je connais des gens qui n'espéraient pas qu'un seul moment l'armée allait faire un tronçon, Gaou Bourem, sans faire de victimes. Aujourd'hui, l'armée le fait tous les jours, il ne fait aucune victime, il ne touche personne. Parce que l'armée même a commencé à comprendre que ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, la CMA a occupé, traversé des grandes routes avec des 14-5, une douzaine, quinzaine, une seule balle. Aujourd'hui, à Kidal, l'autre jour, le 11 février, il est là, c'est bien, regarde la CDO. À Kidal, Konaté de la CDO. Je sais Konaté de la CDO. C'est ça. Ils sont arrivés. Pardon, je pensais que tu avais comme mécanisme de la CDO. Ok, je vais tellement dire que. Il y a eu tout ça, il n'y a même pas eu une balle par erreur à Kidal. Même par erreur. C'est-à-dire que les gens sont dans une logique constructive. C'est-à-dire que les gens ont le contrôle de leurs hommes. Et nous travaillons, si vous savez la pression que l'on subit, elle est énorme. Maintenant, pour répondre aux questions, rapidement, sur la question de, bon, ça c'est des détails, on ne peut pas les évoquer tous ici, mais quand par exemple on dit que sur les questions de municipalités ou de collectivités territoriales, vous savez, la loi dit que lorsque tu résides pendant 6 mois dans une collectivité, c'est que tu es résident, donc tu es éligible à tout ce qu'elle gagne. Donc c'est la loi qui détermine tout ça après, en profondeur. Comme on a la Constitution, on a les lois organiques, on a les lois ordinaires, on a aussi les questions des codes de collectivité qui gèrent ces principes-là. Maintenant, redonner la voix au peuple. Oui, nous on a dit, l'autre jour on a suivi le Sénat. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas communiqué encore sur la question de la rectitude? Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'est pas contre la rectitude. Hein. Parce que l'accord a évoqué qu'il y a possibilité pour une partie d'évoquer des questions. Le gouvernement aujourd'hui, il a des techniciens. Pour la première fois, j'ai vu qu'à la primature, on a nommé des personnes qui peuvent proposer des choses. Vraiment, à mon avis. Il faut que le gouvernement propose un argumentaire sur des dispositions données. Mais ce que j'entends ici, ce n'est pas une lecture, c'est une caducité. On va vers un système de caducité. Article 20, article 30. On va presque à la caducité. Donc, si on rend caduque, il faut aussi être prêt à assumer les responsabilités et les conséquences de cela. Est-ce qu'on va rébouler? Moi, je ne le dis pas ici, hein, mais c'est possible avec tout ce qui se passe. Donc, que les partis, en toute responsabilité, respectent ce qu'elles ont convenu dans l'accord, parce que c'est un engagement, comme il a dit, c'est très important d'engagement, que ce soit le Kouroukan Fouga qui le dit ou nos codes sociaux qui le disent, quand on s'engage, on s'engage. Après, il y a des erreurs. Comme il y a des radicaux partout. Au sein de la CEMA, vous avez des indépendantistes et ils s'affirment, ce n'est pas un crime. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un crime, hein? Le crime, c'est le terrorisme. Et le terrorisme, il n'est pas lié à une entité ou une personne. Ce sont les actes qui rendent terroristes.
que tu sois un État ou un groupe ou un individu, c'est par tes actes qu'on sait que tu es terroriste ou pas. Un État qui tue, qui réprimande, qui empoisonne les puits est terroriste autant qu'un individu qui est un kamikaze. Donc il ne faut pas aller dans ces schémas-là. Les phénomènes terroristes, il est difficile à traiter. Il faut chercher les terroristes et les combattre. Maintenant, sur la question de est-ce que le groupe, la question de M. Fousseini Diabaté, vous savez, je parlais de résilience tout de suite, de résilience. Sur le terrain, hier j'étais à un débat, quelqu'un me dit, j'ai dit à quelqu'un, voilà, quand j'ai dit c'est le terrain qui commande, lui a pensé que j'ai dit que le terrain, il y a des armes là-bas, si quelqu'un vient, on va les frapper. Il a très mal compris. Quand je parle de la réalité quotidienne des populations sur le terrain. Et quand je dis c'est le terrain, avant il me dit, bon, toi-même vous êtes des narcotrafiquants, des terroristes, vous êtes des racistes, des communautaristes, des identitaristes et tout ça là. Et maintenant je lui dis, bon, le terrain qui commande, il me dit non, il me dit non, le terrain est commandé par les terroristes. Ah, j'ai dit, bon, moi j'ai pensé que moi j'étais un terroriste pour toi. Et maintenant tu dis que c'est le terroriste, c'est pas moi. Donc tantôt je suis terroriste, demain je suis contrôlien. Vous savez, c'est ça le paradoxe. Il se contredit pendant qu'il pensait défendre une idée donnée. C'est paradoxal. Aujourd'hui, c'est la question du terrain, il y a une résilience qui s'est développée, M. Diabaté. Et cette résilience, peut-être que pour le moment, on a la chance de la recadrer avec l'accord. Parce qu'on a des battes-phares à Kidal, on a les battes-phares, les bâtons des forces armées reconstituées, et ce n'est pas des armées. Ce n'est pas des armées concrètes, on reconstitue l'armée de sorte qu'il y a la confiance. Sur la question du mouton, que je vais passer au dogon à la fin, parce que j'aime beaucoup la viande comme ça, c'est que quand je parle des moutons, je parle du fait qu'on a ces 4 dimensions, l'accord c'est 4 dimensions, chaque dimension on l'a touché sans aller en profondeur. C'est-à-dire que j'ai touché à l'animal, je l'ai mal égorgé, donc ils ont juste touché superficiellement. Ce n'est pas l'accord qui est un mouton mal égorgé, mais c'est le fait qu'on a touché aux questions politico-constitutionnelles. On a fait uniquement les autorités intérimaires. On n'a pas voulu toucher aux réformes. C'est-à-dire qu'on a rendu ça, comme on dit ça dans notre langue, on dit imados, c'est qu'elle est plus consommable de la viande, mais on l'a touché, elle est gâtée. C'est comme quand tu trouves un œuf, tu le touches avec ta main, finalement, il y a des risques que les poussins ne sortent plus. Donc on a touché à ça, mais on n'a pas traité. Donc on a touché à tous les aspects, questions culturelles, questions de justice, questions de réforme, questions de défense. On a touché à tout, donc la viande, c'est que il faut voir la viande comme étant des possibilités qui existent et qui ne peuvent plus, qui n'ont pas été touchées en profondeur, qui ont été traitées en profondeur. Donc, mais comme il y a des dégâts pour les consommer, peut-être que si on essaie de voir ce qui ne va pas, parce que vous savez, souvent les gens confondent les questions même d'acceptation de l'accord à son interprétation. Il faut avoir peut-être un document annexe ou un protocole parallèle qui explique ce que les gens ne peuvent pas comprendre dans l'accord. Voilà, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, on a envie d'avoir beaucoup plus de temps pour échanger avec vous, mais voilà en résumé ce que nous disons. Aujourd'hui, officiellement, la CEMA ne serait pas contre que le gouvernement apporte, dans le cadre de la question 5, ses positions. On va en discuter, en respectant les conditions, les procédures et tous les cadres prévus par l'accord. Et yallah, on verra progressivement ce qui peut être fait. Je pense avoir été clair un peu, même si j'ai été long. Vous m'excuserez. Merci. Merci beaucoup. Utile quand bien même et enrichissant sur les sujets exprimés. Très chers panélistes, mesdames et messieurs, chers invités, d'un côté, on dira que les bonnes choses ont une fin. Le temps qui nous est imparti est en train petit à petit de s'égrener comme il le faut. Aussi vrai qu'un échange se nourrit d'écoute et de partage, je pense que le nôtre ici aujourd'hui n'a pas été pauvre et en partage et en écoute essentiellement. Pour cette dernière manche, je vais retourner la parole tour à tour à nos panélistes pour que chacun nous donne ses conclusions, ses mots de fin qui vont nous permettre de vous remercier pour votre participation effective à notre café du jour. On va commencer comme on l'avait fait tout à l'heure par M. Touré. Il va être suivi par notre maman, la sage du panel. Bon, je la nommerai ainsi pour que notre ami Mohamed clôture enfin. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité ici devant en tout cas ces éminences pour donner mon point de vue sur cet accord-là. Vous savez, je suis venu en traînant un peu les pieds parce que j'étais un peu fatigué de tout ce qui est accord, on en parle, ça n'avance pas. C'est vrai, Atta, il a dit, il y a 3 ans, j'avais une position, jusqu'à ce jour, j'ai la même position, ça n'a pas varié.
Peut-être qu'il ne m'a pas bien écouté et peut-être que je ne t'ai pas bien écouté. Ça arrive, hein, ça fait longtemps. Exactement, donc il n'a pas bien écouté. Ma seule préoccupation avec les groupes armés, c'est vraiment la tendance identitaire et l'idéologie, en tout cas, ethnocentriste. C'est vraiment le véritable problème que moi j'ai avec les groupes armés. À partir du moment où on parvient à extirper cela du fond des cœurs, moi je pense que toutes les formes d'organisation sont envisageables au Mali. Le Malien n'a pas peur des modes de réorganisation territoriale. La première expérience de la réorganisation au Mali, c'était un fédéralisme avec un État voisin. Donc on ne peut pas avoir peur d'un mode d'organisation. Mais lorsqu'il y a une idéologie séparatiste qui est là, lorsqu'il y a également un accord qui est flou, qui entretient également beaucoup de mystères et laisse cours à toutes les interprétations possibles, il est sage de marquer en tout cas une pause et d'essayer d'avoir une compréhension commune de cet accord pour pouvoir avancer ensemble. Attends, il est de Tombouctou comme moi. Comment vous pouvez comprendre que deux personnes de la même région puissent être opposées sur des questions politiques et institutionnelles, défense et sécurité, voyez-vous, par rapport au destin même du Nord et de son affranchissement potentiel d'avec le reste du Mali. Quand on parle des populations du Nord, on est ensemble. Il y a beaucoup de petites questions comme ça qu'on peut se poser. Mais nous ne sommes pas là pour essayer de nous faire passer pour des personnes qui n'aiment pas les Touaregs ou les Arabes. Les premières positions des Ataï, c'était cela. Ils pensent qu'on ne les aime pas. Ce n'est pas ça, Ataï. Je suis trop faible pour détester une personne, surtout des frères avec lesquels on a toujours vécu. Je suis de Tombouctou. Tu es de Tombouctou. Tu sais comment ça se passe. On a des liens. Capitalisons cela. Il faut qu'on travaille sur ces aspects qui nous lient. Justice et réconciliation, on est d'accord. Développement économique, social, on est d'accord. Question politique et institutionnelle, question défense, sécurité. Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Mais le préalable, c'est vraiment de déradicaliser les personnes qui ont été intoxiquées à l'idéologie ethnocentriste. S'il n'y a pas ça, les Maliens n'auront pas peur de l'accord issu d'Alger. La peur des Maliens, c'est par rapport à ce point bien précis. Donc, vraiment, pour ne pas abuser de la parole et sortir de ce débat très enrichissant, je dirais simplement que je souhaite vraiment que d'ici là, on pourra certainement trouver les moyens, encore une fois, de mettre la viande dans la marmite et laisser le soin à Mme Sidibé de chauffer la marmite par le bas. La transition, elle est toute trouvée. Voilà. Non, mais je pense que je ne serai pas longue aussi, mais quoi qu'il en soit, moi, je préfère terminer par des notes d'espoir. Déjà, qu'il y ait ce cadre de discussion où il n'y a presque pas de tabou. Quelles que soient nos appartenances, qu'on soit territoriales ou opérationnelles, et quelles que soient nos origines du Mali, le débat est ouvert et on peut librement dire ce qu'on pense d'une part. Et d'autre part, la dernière, ou la récente, je préfère dire la dernière parce qu'on espère qu'il n'y en aura pas une telle rupture telle qu'on l'a connue il y a quelques mois, m'a permis de savoir qu'au-delà de l'appartenance politique, ethnique ou toutes les autres formes d'appartenance qu'on peut mentionner, l'amour du Mali semblait avoir transcendé. Et cela, on le sent par l'effervescence, la jeunesse de la population, tout le monde se sent concerné. Et quelque part, nous avons aussi compris que la solution, elle sera interne. Malgré l'effervescence ou malgré toute la diplomatie qui a été menée par nos partenaires ou ceux qui sont nos partenaires, que ce soit les organisations régionales, sous-régionales et autres, on se rend compte que finalement la solution ne peut être que interne, elle peut venir que du Mali. Quel que soit l'apport de la CEDEAO, quel que soit l'apport d'autres institutions, ils n'ont pas finalement cette lecture ou cette solution préétablie qui vont calquer à tout type de conflit. Nous, Maliens, nous avons conscience que notre conflit nécessite une lecture interne et une approche très endogène et on a conscience des enjeux, tout le monde a conscience de ça finalement. Et je pense que c'est sur notre d'espoir tant de la jeunesse que de toutes les parties prenantes que moi je préfère finir en pensant qu'il n'y aura pas une rupture aussi profonde et que malgré tout ce qu'on peut penser, qu'on ait des leçons à tirer de cette dernière rupture. Voilà. Merci infiniment, Madame Sidibé. Nous allons donc écouter en 2 minutes notre ami Mohamed pour vraiment donner le boucle de notre panel du jour. Merci beaucoup. En tout cas, merci à l'Observateur citoyen pour cette invitation-là, qui nous espérons va pouvoir aussi continuer sur d'autres thématiques, qui ne parlent pas que de l'accord, qui parlent aussi de tout ce qui est commun, parce qu'il y a des choses qui sont communes qu'on ne peut pas faire que lorsqu'on est d'accord sur les sujets. Je vais seulement dire que les accords, ce sont des petits moyens, ce ne sont pas des faits en soi. On les propose et elles deviennent soit des boussoles.
Mais la finalité, c'est est-ce qu'on est d'accord à aller à l'objectif convenu dans nos discours. Tout ce que vous voyez comme genèse des organisations, leur formation, leur organisation, il y a beaucoup d'aspects qui sont comme le fait que ce soit les Touaregs, ou au sein des Touaregs, vous avez des composantes particulières, fractions dans certains groupes, au sein même des autres communautés Songhai, tout ce qui s'appelle milices d'autodéfense sont spécifiquement de ces communautés-là ou différemment de ces communautés. C'est la complexité même des organisations locales. Donc, nous pensons que l'accord est une opportunité à saisir et il faut tout faire pour ne pas que l'on crée des conditions, n'est-ce pas, qui déstabilisent ce qu'on a comme en ce moment-là stabilité. Il y a quelque chose que je veux dire par rapport à la transition. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux officiers que je rencontre, qui sont les porteurs de cette transition, que considérons-nous comme une nation à la quête d'un État. Il nous faut un État. Et un État au sens du terme. Deuxième chose, pour la transition, on ne vous dit pas de tout régler. Considérez que nous sommes un véhicule en panne entre Fana et Bamako. Dépannez-nous jusqu'au garage à Bamako et laissez-nous, on va se réparer. Amenez-nous seulement dépannage jusqu'au garage. Quand on sera au garage, on verra si c'est les moteurs, ou si c'est électrique, ou si c'est problème de carburant, ou de la pneumatique. Pour le moment, aidez-nous, n'essayez pas de traiter toutes les questions. Et parce qu'à la fois, ils ont peur de fronts qui se constituent, qui ont plus de voix lorsque c'est la négation, que de faire face aux réalités, souvent. Et même, ils ont un complexe qui se développe, qu'ils n'avaient pas au début. Il faut le dire en tant que chercheur et en tant qu'homme de réflexion. Deuxième chose qui se crée, c'est que ils sont bousculés sur des agendas où on sent que même les élections de plus en plus pour la présidentielle paraissent un peu moins prioritaires et on risque de créer des tensions qui vont compliquer l'agenda des élections. Il faut être très très attentif à cela. Et tout est lié. Les restes du monde nous appuient, il faut les s'allier. Les gens qui sont venus discuter ici en préparation des accords, qui ont rencontré les partis politiques. Moi, je n'ai pas vu un parti politique en 2015 qui a dit je rejette l'accord, je ne l'ai pas vu. En tout cas, un groupement, peut-être qu'il y a des partis politiques, des leaders, mais un groupement politique qui a dit, ne serait-ce qu'en communiqué, je rejette l'accord, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu une société civile, n'importe laquelle, même la CAFO, ou laquelle qui a dit l'accord, je le rejette. Mais il ne faut pas être lié aux circonstances politiques. Je suis d'accord quand c'est moi qui gère, je ne suis plus d'accord quand ce n'est pas moi qui gère. C'est ça aussi le premier message de la construction de la paix, à mon avis, et c'est ce que nous on porte. Et nous serons toujours disponibles pour répondre à toutes les questions sur ces thématiques-là. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Des échanges féconds, combien constructifs, sans nul doute desquels jailliront la lumière de l'espoir pour notre pays. Ça a été dit tantôt, la main sur le cœur et la marmite bouillant du bas vers le haut. On va se quitter sur cette note-là, que chacun après ici, aux côtés de l'Observatoire, fasse en sorte que la marmite, la grande marmite de la paix au Mali, bouille du bas vers le haut. Et tous ensemble, nous nous engageons pour cela. Et vivement la paix et la réconciliation au Mali. Ce fut un plaisir pour moi, Amadou Diarra, de vous servir en tant que modérateur à l'invitation de l'Observatoire. Je voudrais, en mon nom, et au nom sans nul doute des organisateurs, remercier nos ressources, combien pertinents, combien enseignants. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir vraiment et retourner la parole au maître des cérémonies pour les mots de clôture.